l'histoire de Aude. Aude, elle a un petit job d'appoint, c'est le babysitting, voilà, elle en fait. Ça lui permet entre autres de financer ses sorties entre potes et ses jeux vidéo, c'est elle-même qui le dit, hein. Et elle a donc un second téléphone dédié à cette activité. Pour la simple et bonne raison que son numéro est un peu partout dans la rue, puisque Aude, pour trouver des clients, des gens qui font appel à elle, et ben elle met des affiches. Bref, ce jour-là, le jour de l'accident, il est 15h et quelqu'un contacte Aude sur son second téléphone du coup. Voilà, c'est un message tout à fait normal de quelqu'un qui lui demande si elle est disponible le samedi qui suit, et Aude répond tout de suite et lui envoie les horaires auxquels elle est disponible le samedi qui suit. Elle explique qu'il y a eu quelques échanges parfaitement normaux entre temps avec la personne, notamment sur le temps de la prestation, sur si elle doit récupérer les clés ou s'ils les mettent sous le paillasson, ce genre de bêtises. Des trucs tout à fait normaux qu'elle a déjà vu plein de fois. Et ce n'est qu'un peu plus tard dans la journée que Aude reçoit un message moins habituel pour le coup. Le papa ou la maman lui demande d'envoyer une photo d'elle. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on sait jamais trop sur qui on tombe avec ces annonces qu'on trouve dans la rue, donc peut-être que ça rassure de voir la personne, je sais pas. Dans le doute, Aude refuse. Elle n'envoie pas la photo et la personne en face n'insiste pas. Le lendemain, nouveau message de ce client, et là, c'est vraiment bizarre. La personne lui demande par message si elle aime les hommes plus âgés qu'elle. Inutile de préciser que c'est pas vraiment une question normale à poser à quelqu'un que tu mandates pour du babysitting. Aude explique qu'elle a juste ignoré le message et que ça l'a pas alarmé plus que ça. Qu'elle a déjà eu plein de messages lourds de gens comme ça dans sa vie, mais pas de clients. Et c'est là où elle dit putain, ça aurait quand même dû m'alerter. Bref, le jour J arrive, on est samedi, et elle appelle un Uber pour se rendre à la maison où elle doit garder du coup l'enfant. Aude arrive sur les lieux et là, elle vérifie si elle est bien à la bonne adresse, parce que la maison qu'elle a devant elle ne ressemble pas du tout aux maisons dans lesquelles elle a l'habitude de se rendre. Elle se tient face à une vieille maison à 2 étages. Elle constate que 2 des fenêtres sont cassées et que le bois a l'air de pourrir, que la plupart des planches, il y a des trous dedans. Elle passe le portail et c'est en marchant vers la maison qu'elle s'arrête parce qu'elle aperçoit quelqu'un à l'une des fenêtres. Ce qui est personnellement ma phobie. Il y a un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine qui se tient là, avec sur la tête ce qui a l'air de ressembler à une couronne de fleurs, et surtout il a quelque chose dans la main mais elle arrive pas à voir ce que c'est. Aude reste figée, regarde cet homme, et après plusieurs secondes, tape le sprint de sa vie. Elle explique même qu'elle a tellement couru qu'à un moment elle s'est ramasse sur un trottoir et c'est là qu'elle a décidé d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Et elle explique qu'encore aujourd'hui elle a ce visage de ce mec ancré dans sa tête. Et bien évidemment elle s'est très souvent posé cette question, cette fameuse question du putain, si j'étais entré dans la maison et que j'avais pas regardé la fenêtre, qu'est-ce qui me serait arrivé quoi. Bref, si vous faites du babysitting, attention hein. C'est mon unique conseil dans cette vidéo. Deuxième histoire beaucoup plus longue et absolument horrible. Ahmed est un Américain qui explique être parti vivre aux États-Unis dans les années 90. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aux États-Unis qu'il a rencontré ce qui est actuellement sa femme, avec qui il a désormais 2 enfants. Voilà, c'est le seul truc positif de l'histoire, j'espère que vous avez bien profité. Bref, il explique qu'à l'époque, pour lui, les temps étaient durs. Il alternait entre 2 emplois juste pour pouvoir se payer à manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Il explique que tout ce qu'il pouvait se permettre en termes de logement, c'était l'appartement le plus pourri d'un vieux bâtiment décrépit dans un quartier clairement pas ouf. En gros, il explique que c'était tellement craignos là-bas que genre il y avait pas une nuit où il se réveillait pas à cause d'un coup de feu qui était tiré. Bref, voilà, il explique que c'était vraiment un endroit qui détestait, qui était vraiment pas ouf, mais il avait pas le choix parce qu'il avait très peu d'argent. Il explique que son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Vous l'avez compris, avec cet emploi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parle de cet emploi-là et pas de son premier emploi qui lui est de jour, il rentrait tard chez lui. Plus précisément, il rentrait du coup tous les soirs autour de 2-3 heures du mat. Qui est une heure, on peut se le dire, pas très rassurante. Quand tu rentres à 2-3 heures, t'es un peu sur tes gardes quand même. C'était un samedi soir, fin de semaine, Ahmed rentre chez lui, il est épuisé. Il explique que ce soir-là, comme tous les autres soirs, il est entré dans son immeuble, qu'il a commencé à marcher vers l'ascenseur de l'immeuble et qu'en levant la tête, il a vu que devant l'ascenseur se trouvait un mime. Un mime, pour ceux qui savent pas, c'est un acteur qui joue des rôles muets. Les mimes, ils ont un code vestimentaire que respectait très bien ce mime-là, qui était devant l'ascenseur de l'immeuble d'Ahmed. Ahmed constate que ce mime, dans une main, il tient un ballon attaché à une ficelle et que de l'autre main, il lui fait coucou. Et il explique que c'est pas un coucou comme nous on peut faire, c'est un coucou très mécanique, très mimé. À cause de la peur, Ahmed décide de prendre les escaliers. Et il en a pour un moment puisqu'il habite au 9e étage. Tout ce qu'il importait, c'était en aucun cas de s'approcher de ce mime. Ahmed monte les marches avec un certain rythme, et c'est qu'une fois arrivé au 4e ou 5e étage, que du coin de l'œil, il voit quelque chose bouger. Il s'arrête net, il se retourne pour voir ce que c'est, et douche froide, le mime est dans la cage d'escalier, en train de monter les marches. Et ce qui terrorise Ahmed, c'est qu'il monte pas les marches normalement, il monte les marches, vous savez comme dans les vieux films muets, quand un personnage veut montrer qu'il essaie d'être discret, il marche sur la pointe des pieds, le gars dans la cage d'escalier fait exactement la même chose. Il est dans son perso quoi. Et là le mime s'aperçoit qu'Ahmed l'a repéré, et d'un coup il se fige. Là Ahmed
commence à vraiment avoir peur et il décide de lui parler. Il lui dit en riant nerveusement, mec, arrête. En gros, il s'est dit que le gars en face s'entraînait ou qu'il faisait une sorte de performance, bref, peu importe. Et qu'en lui disant, c'est bon, t'es trop fort, bien joué, c'était cool, le gars allait arrêter. Aucune réaction de la part du mime. Il reste là, sans bouger, dans la même position qu'il y a une minute et il attend. C'est là qu'Ahmed réalise qu'il y a un problème et qu'il se met à courir pour rejoindre le 9e étage. Et malheureusement, quand il se met à courir, il entend le mime qui fait la même chose que lui. Ahmed, cette fois, il cède et il hurle sur le mime. Il lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut, et il lui demande surtout de lui foutre la paix. Et d'un coup, l'expression du visage du mime change et il se met à être triste, ou plutôt à jouer la tristesse. Et à ce moment précis, Ahmed comprend que le gars en face, il est pas là pour déconner et qu'il a très probablement de mauvaises intentions. Il arrive devant sa porte d'entrée, il ouvre à une vitesse folle, il rentre chez lui, et là il est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Il réalise même pas en fait. C'est au moment où il reprend ses esprits et où il pense être tiré d'affaire qu'il se met à entendre des frottements contre sa porte d'entrée, venant évidemment de l'extérieur. Après quelques dizaines de secondes, Ahmed explique qu'il prend son courage à deux mains, qu'il a pas le choix, et qu'il va voir à travers l'œillet de sa porte d'entrée. Et malheureusement, le mime est bien là, devant sa porte, et il se met à fixer l'œillet en souriant. Ahmed il reste bouche bée, regardant à travers l'œillet de la porte. Il est complètement choqué, il n'arrive plus à bouger, il est tétanisé. Et le mime met ses paumes de main de chaque côté de son visage, ouvre la bouche comme s'il était étonné, et il se met à faire des cliquetis avec sa langue. Et à chaque cliquetis, il tape avec son pied dans la porte. Ahmed comprend que le gars va trop loin pour un mec qui a pas de mauvaises intentions, et il comprend qu'il doit se barrer de l'appart parce que tôt ou tard le mec va essayer de rentrer chez lui. Fort heureusement, à sa fenêtre, Ahmed il a une sortie de secours, vous savez, c'est les escaliers. Pour Ahmed, il était absolument hors de question de revenir dans cet appart, donc il a logé chez des amis, le temps de trouver un nouvel appartement, et heureusement pour lui, il explique que ça s'est fait très rapidement. Il a plus jamais une news de ce mime, hein, comme il l'a dit, et il a un bon trauma. Il a toujours pas compris si le mec juste était un psychopathe qui s'amusait, ou s'il avait une réelle intention de, je sais pas, de le cambrioler, il a rien compris. En même temps, y a rien à comprendre, mec. À part se barrer très loin, y a rien à comprendre. Bref, c'est horrible. Tout ça nous amène à la dernière histoire qui est celle de Olivia. Il y a quelques semaines, il est 21h passé et Olivia est dans sa voiture avec son enfant. Elle est sur une autoroute du nord de la Californie et elle rejoint son mari qui se trouve chez ses parents. Tout ça a très peu d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle est seule dans sa voiture et que son fils est à l'arrière de la voiture en train de dormir. Elle roule tranquillement sur une route à sens unique constituée de 2 voies et qui plus loin devient une route à une seule voie. Peu avant que la route ne devienne qu'une seule voie, il y a une voiture qui se met à rouler au même niveau qu'Olivia. Une voiture qui semble faire partie de celle que les policiers utilisent quand ils sont en civil. Bref, la voiture ralentit pour laisser Olivia s'insérer dans l'unique voie que devient cette route. Mais mauvaise surprise, la voiture allume son gyrophare. Olivia explique que la voiture qui se trouve derrière elle est toute noire et que du coup elle arrive même pas à voir à quoi ressemble le conducteur de cette dernière. Mais elle veut pas de problème, donc elle se gare sur le bord de la route et la voiture du coup vient se garer derrière elle. Olivia prépare son permis et ses papiers d'assurance en vue du contrôle qui va probablement lui tomber dessus. Et pas de surprise, un homme en uniforme du coup sort de la voiture de derrière et s'approche de sa vitre à elle. Une fois arrivé au niveau de sa fenêtre, Olivia baisse la vitre et lui dit « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Et elle le dit sincèrement, elle le dit pas comme vous et moi parfois quand on se fait contrôler et qu'on sait ce qu'on a fait. Elle comprend vraiment pas parce que là où elle a doublé le policier qui en plus a ralenti exprès pour la laisser passer, c'est une zone où le dépassement est autorisé. Après avoir posé sa question, Olivia elle réalise qu'en fait l'homme qui est à la fenêtre de sa voiture, c'est pas un uniforme qu'il porte, c'est juste une tenue toute noire. Le gars il ressemble à une ombre quoi, dans le noir on le voit pas du tout. Et comme pour Aude, la babysitter, elle explique qu'au début elle a pas percuté, ça l'a pas alarmé plus que ça, et qu'après quoi elle a réalisé à quel point c'était grave en fait. Bref, elle lui tend quand même son permis de conduire en lui redemandant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, je comprends pas. Et le monsieur à sa fenêtre prend son permis et l'inspecte pendant pas loin d'1 minute, ce qui est très long pour inspecter un permis, ça prend vraiment pas ce temps. Minute à l'issue de laquelle le monsieur rend à Olivia son permis sans avoir encore dit un seul mot. Et c'est ce qui fait qu'Olivia comprend qu'il y a quelque chose qui est étrange. Et dans un élan de courage, elle lui demande en s'excusant son numéro de badge et aussi le département de la police dans lequel il travaille. Et ce cher monsieur qui est très près d'Olivia, rappelons-le, puisqu'il est à sa fenêtre, ne répond toujours pas à ses questions et la fixe pendant plusieurs secondes avant de fixer son fils qui est sur la banquette arrière en train de dormir. Et après plusieurs secondes et toujours aucun mot de sa part depuis le début de l'intervention, il retourne à sa voiture, il démarre et il se casse.
Olivia explique qu'après ça, elle était en panique et elle a foncé chez sa belle famille en ne respectant aucune des limitations de vitesse tellement elle était dans l'angoisse. Elle n'a jamais revu ce mec qui n'était définitivement pas un policier. Encore aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé. Elle se demande par exemple ce que le mec aurait fait s'il n'y avait pas son fils qui dormait sur la banquette arrière. Bref, ça l'a hanté pendant pas mal de temps et c'est horrible parce que j'ai toujours eu cette angoisse de me dire mais attends, mais c'est sûr qu'il y a des faux gyrophares sur le marché. Et c'est assez convaincant pour que même si t'as un doute, tu t'arrêtes si jamais un mec l'utilise derrière toi parce que au cas où c'est des policiers, t'as pas envie de te retrouver dans la merde parce que t'as fait un délit de fuite ou je sais pas quoi. C'est tellement badant mon gars, c'est l'enfer. Ok, il y a un an, l'été, c'était la canicule. J'étais allée faire un barbecue en banlieue. Du coup, je suis rentrée tard, relativement tard chez moi, vers 2h du matin. Je vivais avec ma coloc Pauline, qui m'avait pas vu rentrer. 1 heure plus tard, 4h du matin, il y a Pauline qui me toque à ma porte et qui me réveille avec une phrase incroyable qui me dit « Il y a un homme dans la maison ». Juste ça. Quand on te réveille à 4 heures comme ça, t'es pas lucide, tu comprends pas, t'es dans les vapes, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Et moi, je pensais qu'elle me faisait une blague un peu en mode il y a un homme dans la maison, en mode c'est qui l'homme dans la maison, ou je sais pas, je pensais qu'elle parlait de son mec. Je comprends pas du tout de quoi elle me parle et je lui dis mais non, il y a personne. Elle me dit mais si, là, il y a un homme dans la maison à côté de moi. Et en fait, en gros, moi dans ma... Pause. On peut vraiment pas réagir, non? Non mais c'est les règles, frérot. Et elle me dit mais tu l'entends pas, tu le vois pas, il est à côté de moi. Elle commence à devenir folle en mode mais dis-moi que tu vois l'homme qui est là devant ma tête, tu vois. Et là, effectivement, j'entends un mec qui parle d'un parfait anglais. Donc je sais que déjà ce n'est... Il est vraiment le mec. Je pensais que c'était le mec de Pauline, il y avait que lui qui pouvait être là et je sais qu'il ne parle pas du tout anglais. Je comprends pas, tu vois. Et tellement décontracté, le mec dit juste Guys, I'm just looking for the keys to get out. Parce que tu peux pas sortir de chez moi sans clé, parce qu'il n'y a pas de poignée en fait. Genre juste il me demande comme ça, où sont les clés quoi? Où sont tes clés? J'aimerais sortir. Donc le mec prend les clés, il sort comme ça, il descend, mais vraiment, dimanche quoi. Et du coup, je crie à Pauline, mais poursuis-le, parce que moi j'étais pas habillée, je pouvais pas me lever là comme ça, j'allais prendre trop de temps. Je lui dis, mais poursuis-le, genre demande-lui qui c'est. Et c'était quand même assez drôle parce que j'entendais Pauline en mode Who are you? Genre dans les escaliers. Et juste, le mec se retourne, très décontracté, lui sourit et lui dit, Don't worry. Juste ça. Et ce mec, c'est ni un pote à toi, c'est rien, ni un pote à elle, et il est dans l'appart en pleine nuit et il vous dit non mais juste les clés, je vais m'en aller. Voilà, je cherche juste à sortir. Et donc en gros, la deuxième segment, donc Pauline remonte les escaliers et je suis en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Comment il est rentré? Et elle me dit par la fenêtre. Il faut savoir que j'habitais au 2e étage et c'est vraiment très très haut et c'est un pro, tu vois, c'est un peu un ninja, je sais pas. Peut-être pas la première fois qu'il fait ça quoi. Bah complètement. En gros, elle pensait que c'était moi qui était rentré un peu bourré ou je sais pas quoi et on se faisait vraiment fréquemment des blagues. Et du coup, élément important, pour rire, elle dit hi bitch, en pensant que c'est moi. Elle ouvre la porte en disant hi bitch et là elle tombe sur un mec de dos. Là il commence à répondre en anglais parce qu'il a cru qu'elle était anglaise parce qu'elle a dit hi bitch, il y a eu un... C'est génial du coup. Là il s'est accroché à une branche. Et le mec, au début il lui dit I'm looking for a place to sleep. Après il lui dit I'm just trying to get out, encore, tu sais. Il lui dit des trucs contradictoires et elle continue de lui dire mais t'es qui et il répond pas. Là où on a eu de la chance, c'est qu'il avait pas tout à fait le profil du mec qui te faisait flipper dans le sens où il avait notre âge en fait. Et bon? Propre sur lui et tout, bien. Bien habillé. Ah bon? Genre un peu stylé. Ça c'est. Non mais ça c'est de la drogue. Drogue, direct. Tu crois? Ta pote, elle a cru au début que c'était un pote à toi peut-être. C'est ça. Elle s'est dit ok, elle est rentrée avec un mec. Du coup, moi, premier réflexe, j'appelle les flics et au bout de 2 secondes, je vois en fait la lumière bleue à ma fenêtre. Je me dis, ils sont déjà là. Trop bizarre. Comment ça se fait qu'ils sont déjà là? Il s'est passé 30 secondes quoi. Et je vois qu'ils ont attrapé le mec et qu'il y a déjà une voiture, il y a déjà des gens rassemblés en bas et tout. Je me dis, très efficace quand même. C'est mieux que tout ce que j'ai lu Mais attends, sur Reddit. Et en gros, on descend, il y a une entreprise de vigile, très pratique. Et en gros, le vigile raconte qu'il a vu le mec en fait monter chez nous et que du coup il l'a cramé direct et qu'il lui a dit descends, etc. Le truc important dans cette histoire à comprendre, c'est que quand le mec est arrivé chez nous, il s'était déjà fait cramer. Et c'est pour ça qu'il voulait sortir. C'est qu'en fait, tu vois, il devait être à ça de la fenêtre, il était comme ça en mode trop bas, je suis chez ma cousine. Et il s'est dit le meilleur moyen de s'enfuir c'était de rentrer et de sortir par chez voilà, et en fait, le truc c'est qu'est-ce qui se serait passé si le n'avait film pas n'avait été pas vu. vu. Ah, c'est la question qui revient dans toutes les putains d'histoires horribles. Bon, d'expérience, moi qui ai lu et les gens qui ont écouté beaucoup d'histoires comme ça, soit ils venaient pour te mater dormir, ce qui est zarbe, mais c'est une vraie passion chez des gens, soit ils venaient pour faire des choses horribles dont je ne vais pas parler. J'ai un petit détail, si tu veux, niveau profiling de comment ce mec était. Du coup, on a eu accès à son sac à dos pour vérifier
qu'il avait rien volé, si tu veux. Et genre, enfin, c'est con, mais dans son sac à dos, c'était tellement bien rangé. En mode le Tupperware pour midi. Non, mais ça, c'est pas normal. C'est vraiment Jean-Michel plus quoi. Enfin, c'est pour ça aussi que les flics d'ailleurs nous disaient il a pas le profil. Enfin, ils ont eu du mal à penser vraiment que ce mec pouvait être à comprendre mauvais. que ses intentions étaient eux pas très bonnes, ils croyaient vraiment ces espèces de tissus de mensonges, alors que pour nous c'était évident que c'était justement un mec un peu double face. Ce qui est notable, c'est que dans ce que tu dis, il y a plein de points communs avec beaucoup d'autres témoignages. En fait, souvent, c'est ça qui est horrible avec les gens qui vivent des trucs comme ça. Il y a beaucoup de moments où ils sont zéro pris au sérieux par les gens censés t'aider là-dedans, censés faire ce qu'il faut, censés rappeler à l'ordre de l'autre pour plus jamais qu'il refasse ça. Parce que même si vous avez rien eu physiquement, le préjudice moral, il est énorme. Bon. Très bien raconté, incroyable. Waouh. Ah, donc tout ce que je dis dans les threads, ça arrive pour de vrai. Oui, c'est ça. Attends, je pense à plein de trucs là. Je me dis, si le mec regarde cette vidéo là. Ah ouais. Ah mais c'est possible. Crois-moi. Dans les commentaires, hein, it was me. Don't worry. Clara, tu crois que c'est ton tour? Alors c'est pas du tout le même truc, moi c'est un truc un peu plus fou, au sens où il y a vraiment de la folie dans l'histoire. Une histoire qui est arrivée il y a quelques années, plus spécifiquement à mon père. Ce qu'il faut savoir c'est que mon père, donc il a un cabinet médical qui est au rez-de-chaussée d'une maison, dont la porte est ouverte du coup quand le cabinet est ouvert, la porte d'entrée tu rentres comme tu veux, sauf qu'en vrai personne fermait la porte puisque voilà, il y avait que ma cousine, ses 3 enfants et son mari qui vivaient au 2e étage. Et donc du coup, un jour, elle... Oh là là. Je veux savoir là. Je suis à fond dedans là, j'ai tout. Ah ouais, de ouf. Là j'ai le plan et tout, là, je suis direct dans ma tête, je suis au taquet. Bref, donc un jour, ma cousine prend sa petite bassine de linge pour faire la lessive de ses enfants au premier étage, et puis entre temps elle descend vers la secrétaire, elle lui dit bonjour, blablabla, elle discute, non. Puis elle remonte pour aller dans la lingerie, et puis là elle capte que dans l'appartement il y a plein de trucs qui ont changé. Pas chez elle, mais au premier. Il y a plein de trucs qui ont changé, des trucs super chelous. Genre les photos de famille sont face contre terre, enfin face contre meuble. Les photos de mon père, elles, sont toujours droites, y compris celles de mon grand frère qui ressemble beaucoup à mon père. Et en plus de ça, il y a des photos d'une meuf. Qui se sont ajoutées aux autres photos. Et de là, ma cousine, elle se dit, il y a un truc chelou, cette meuf, elle me dit quelque chose. Et il y a du linge d'enfant étendu partout dans l'appartement. Alors personne ne vivait dedans. Personne ne vivait dedans. Attends, c'est quoi au premier étage, rappelle-moi? Premier étage, c'est un appart genre vide. En fait, en gros, c'était une grande maison de maître et du coup, les 2 étages du dessus, ça a été transformé en appart. Ok. Ma cousine, elle vit tout en haut et au premier, il y avait personne à ce moment-là. Ok. Donc elle se dit, ok, je vais faire le tour de la maison. Donc elle regarde dans chaque pièce, la cuisine, il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle va dans le salon et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une meuf qui est assise dans un fauteuil à l'opposé de la pièce. Genre, comme ça, le regard vide. Donc elle essaie de lui parler, tu vois, parce que pareil, tu sais que tu vois ça, tu sais pas comment réagir en vrai. Du coup, choquée, donc elle fait ça va? Enfin, bonjour. Pas de réponse, rien. Regard vide, pareil, tu vois. Elle continue de lui parler en mode est-ce que vous êtes perdu? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous savez où vous êtes? La meuf se lève d'un coup. Sortez de chez moi! Et là... Oh non, pas ça, putain. Et d'un coup, ma cousine, elle tilt, elle fait attends, mes gamins, ils sont en train de dormir en 3e étage. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah, c'est-à-dire elle est allée là où il y avait des gens avant d'aller... Et donc ma cousine, elle monte les escaliers avec la boule au ventre en mode qu'est-ce que je vais retrouver chez moi, quoi. Et en fait, elle arrive dans la chambre des enfants, les enfants dorment, genre ils vont continuer de dormir. Elle a sorti ça comme ça. Mais j'attendais que cette réponse, moi. Mais par contre, leur chambre, elle est complètement sans dessus-dessous, quoi. Genre, enfin, elle a pris plein de trucs, machin. Et entre-temps, donc elle appelle les flics quand elle est en haut pour leur dire, bah, il y a eu une intrusion chez moi, il y a une meuf qui est là, qui se croit chez elle, qui a défoncé l'appart, elle a mis que des photos, enfin, trop bizarre, quoi. Les flics sont arrivés, ils ont embarqué la meuf, et en fait, c'est une meuf qui, pour la conclusion de l'histoire, était une patiente à mon père il y a très longtemps. Et en fait, elle est tombée éperdument amoureuse de mon père, à coups de lettres d'amour, machin, super creepy, avec les yeux en relief en 3D, là, sur l'enveloppe. Et des trucs comme ça. Super chelou. Et donc l'histoire ça finit là. En gros, elle a été embarquée en HP, ses parents se sont excusés pour ce qui s'était passé et en fait elle a fait un total sweep, quoi. Wow. C'est incroyable. Wow. Voilà. C'est ouf. Et le côté, attends, c'est ton père et qui? Sur notre photo que tu as dit qu'il ressemble à ton frère? Le frère. C'est drôle parce que du coup elle s'est dit c'est peut-être le père, j'ai un doute. Oh vas-y. Ah c'est peut-être le daron mais quand il était jeune. C'est ça quand il était jeune. On va le garder. Il y a un truc où clairement elle s'est inventée, qu'elle avait des enfants une vie. Mais ça c'est... Par contre, en fait, ce truc là c'est horrible à vivre parce que ça te bouleverse et tout, il y a intrusion, la personne elle touche à tes affaires et tout, c'est hyper violent psychologiquement. Mais en fait, c'est une maladie dont j'ai oublié le nom, un vrai syndrome que beaucoup de gens ont en fait. Et surtout envers des big stars. Tu vois, il y a beaucoup de stars. Il y a Brad Pitt. Il a eu ça, Brad Pitt. Brad Pitt, il l'a eu de ouf. Mylène Farmer aussi. Mylène Farmer, voilà, il y a beaucoup de grandes stars où ils sont rentrés chez eux. Il y a quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui est là, genre mode chérie, je t'ai fait à dîner. Ouais, de ouf. Et vraiment la star qui dit je te connais pas. Je te connais pas en fait. Sofiane, are you ready man? Bah ouais, vas-y. Toi, t'as raconté tes histoires à Luciole? Moi, ouais. Et moi c'est pas, je sais pas si c'est creepy, mais je pense qu'il y a un élément qui fait que toute l'histoire le devient en fait, tu vois. Tu peux y aller, vas-y.
Yalla, c'est parti. Bon, ça se passe en 2012, c'est Noël. On est en famille et tout, enfin bref, c'est Noël quoi. Et ma mère, elle sort une vieille boîte avec des vieilles cassettes vidéo, parce que ma mère, elle a un TOC depuis très longtemps. Elle filme tout le temps, H24. Du coup, t'as des. Du coup, j'ai masse de souvenirs, Ah, j'ai masse de c'est trucs c'est trop bien, c'est le feu. Mais du coup, voilà, elle sort cette vieille boîte et tout, et elle balance elle met des cassettes. Et là, sur l'écran, je me vois moi, 4-5 ans. Très peu de gens le savent, mais je suis né en France, mais j'ai pas vécu mes 10 premières années en France, je les ai vécues en Namibie. C'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Et du coup, j'ai grandi là-bas et tout. Et donc, du coup, je me vois sur ces cassettes en Namibie. 4-5 ans, je cours partout, machin et tout. Il y a mes parents, il y a moi, il y a ma petite sœur, et il y a un mec qui est toujours avec nous. Il est là, il a un gros smile. Attends, c'est bizarre. Faut que vous l'imaginez un petit peu, c'est un Renoir. Il s'appelle Onga. C'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks, le mec, tu vois. Genre. Très sympa. Non, mais vraiment tu vois le mec, sympa. Trop sympa, il est tout le temps là. Et il est là pas que sur une cassette, il est là sur une vingtaine de cassettes. Donc, il est là sur plusieurs mois. Tu as des souvenirs de lui? Excusez-moi. Il est là, il joue avec Wam, il parle avec mon père, il mange avec nous, et d'une cassette à une autre, il est plus là. Et je me dis, le gosse de 4 ou 5 ans qui est dans l'écran, il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre, il continue à jouer, tu vois. Mais le gars de 2012, donc le mois de 17 ans qui est devant l'écran et qui regarde des cassettes, je me dis, putain, mais c'est chelou, pourquoi il est plus là, tu vois. Bref, je mets ça dans un coin de ma tête. Et 8 mois plus tard, je suis avec mes potes et je dis à mes potes, putain, ce serait cool qu'on se barre, qu'on aille visiter un petit peu. Genre là, ça y est, on a plus l'école. Moi, je crois que j'avais commencé YouTube en plus à ce moment-là et j'avais un peu de thunes, je voulais qu'on se casse quelque part, quoi. Et du coup, la destination qu'on a choisie, c'est la Namibie. Parce que ça faisait très longtemps. Du coup, je n'étais pas retourné moi depuis, et c'est un pays que j'avais envie de revoir, et mes potes ont envie de le découvrir, et en plus il se trouve que c'est un des plus beaux pays du monde. On s'est barré en Namibie, on arrive là-bas dans un hôtel et tout, on est des trous du cul parce que du coup on joue à Dofus au lieu d'aller visiter tout le pays. La classique. Mec, on reste un mois dans la chambre d'hôtel à jouer à Dofus, alors que le plus beau pays. Classique. Non mais mec, enfin bref, ouais, classique. Et à un moment on se lève, un matin on se lève, tu vois, et on se dit putain, les gars, ce serait cool qu'on aille visiter quoi. Un petit peu, c'est... Ouvrons les volets. Ouvrons les volets au moins, tu vois. On se dit putain, vas-y go, on bouge quoi. Genre la meuf à l'accueil, et je lui dis voilà, on aimerait bien visiter le pays, on aimerait bien bouger, on aimerait bien faire le tour de la Namibie, revenir à l'hôtel, comment on peut s'organiser, comment on peut faire et tout. Et la meuf, trop gentille, de toute façon en Namibie ils sont tous gentils, commence à me dire ah vous en faites pas, putain je connais un gars, il s'appelle Scalamp, et il est trop cool, et il va vous faire le tour, il est adorable machin et tout. Santé arrive hein. Et là, le lendemain, on voit Scalamp arriver avec un vieux van. Je crois qu'il y avait même un pneu crevé. Bref. Et le mec, il arrive. C'est un mélange entre Omar Sy et Tom Hanks. Il a un putain de smile. Et je me dis, mais toi, je te connais, toi. Je me dis, toi, je sais pas pourquoi, mais il y a un feeling. Je lui ai pas dit tout de suite. Mais je me dis, il y a un truc chelou entre toi et. Bref. On fait le tour de la Namibie. Le voyage dure un mois. C'est pas juste. Un mois avec ce gars. Un mois avec ce gars. Donc on a dormi dans des bidonvilles. On a dormi par terre des fois. Wow. C'était vraiment à l'arrache. Mais il s'investissait tellement. Il était tellement cool, tellement gentil que j'ai kiffé ma race, et c'est peut-être un des plus beaux voyages de ma vie. C'est cool de voyager comme ça aussi, je trouve. Incroyable. Et bref, on passe tout ce temps là avec lui, et sur le chemin du retour, il y a mes potes qui sont dans le van derrière, ils dorment, moi je suis devant avec lui, et je me tourne vers lui et je lui dis Scalamp, je crois qu'on se connaît, enfin tu crois pas qu'on s'est déjà vu, machin et tout. Et il me dit bah oui, vous êtes le fils de monsieur Boudouni. Boudouni c'est mon nom de famille. Voilà. Et là je suis ok. Yes, bah. Du coup, t'es au courant depuis le début que je te connais, tu me connais et tout, tu dis rien du tout. C'est chelou, mais c'est peut-être sa façon d'être, parce il parle pas beaucoup et tout, tu vois, genre... Je me dis ok. Et je lui dis, mec, c'est bizarre parce que Noël dernier, je regardais les cassettes et tout, et quand j'étais petit, je te voyais dans ma maison et tout, en Namibie, je te voyais, t'étais avec nous et tout, et d'une cassette à une autre, t'étais plus là. Et il me fait, ok. C'est tout. Oh. Et je t'explique. Là-bas, en Namibie, ok, c'est en mode parle pas trop, pose pas trop de questions qui fâchent, dors, la route est longue, l'hôtel. Et donc j'ai fermé ma gueule, je peux me poser d'autres questions. On arrive à l'hôtel, on pose nos affaires, on lui dit au revoir, on lui fait on le check et tout, enfin, on lui fait des câlins, bref. Il a été trop gentil avec nous, tu vois. Il s'en va. La meuf de l'accueil, elle me dit alors c'est bien passé avec Scalamp, machin et tout, c'était cool. Et moi je lui dis ouais, c'était trop cool, machin. Et je lui dis mais pourquoi vous l'appelez Scalamp? Il s'appelle pas Scalamp. Et elle me dit non, il s'appelle pas Scalamp, il s'appelle Onga. Et je lui dis bah oui, je sais qu'il s'appelle Onga. Pourquoi vous l'appelez Scalamp? Et elle me dit parce que Scalamp, là-bas en afrikaner, ça veut dire voyou. Et je dis bah très bien, pourquoi vous l'appelez voyou? On parle quand même de Onga, on parle quand même de Tom Hanks. Elle me dit ah bah il a quand même tué sa femme. Ok, là ok. On part, là on était bonne ambiance. Là on part sur féminicide. Ouais, je suis ouais. Bah non, mais c'est des histoires terribles. Et en fait, c'est une histoire qui est connue là-bas. Et en gros, déjà, faut savoir une chose. Petite parenthèse, en Namibie, le port d'armes est autorisé. Onga, il devait se marier. Et la veille de son mariage, il rentre chez lui. Il voit sa femme sur le canapé avec un autre mec. Il avait le gun dans la poche. De colère, il a voulu buter le mec. Il a buté la femme. Et du coup, il a fini par buter le mec. Je dis ça comme ça, je sais, je dis avec le smile, mais c'est vraiment nerveux, d'accord? Je préfère... On déjà pas, évidemment, rien n'est drôle dans cette histoire. Non, y a rien qui est marrant. C'est absolument dramatique et voilà, nul. il se fait choper, 15 ans de tôle, il fait que 10 ans
Parce que c'est pas... On est en Namibie. Du coup. Et moi, du coup, j'ai compris pourquoi mon gars avait disparu des cassettes. On commence tout de suite avec Inès. Inès, il y a 3 ans, elle avait 25 ans et elle décide de s'inscrire sur une application de rencontre. Un peu comme beaucoup de gens de son âge. Quelques jours après, elle tombe sur un profil d'un mec qui lui plaît, un mec un peu geek. Sur son profil, il y a des photos de ses voyages, de ses randonnées, bref, il lui tape dans l'œil comme on dit si je puis me permettre. Alors elle fait le pas, elle lui envoie un message, il lui répond, puis ils se mettent à discuter, ils échangent même leur numéro. Petit bémol, Tom, le mec à qui parle Inès, n'habite pas dans la même ville qu'Inès. Il habite assez loin et du coup il lui dit que il compte pas du tout se rendre dans la ville d'Inès, donc que probablement ils se rencontreraient jamais. Inès, elle explique que ça la séduit parce qu'elle se dit putain le mec, il est honnête, le feeling passe bien, j'en ai conscience, il en a conscience, mais il me dit clairement qu'il a pas le temps de venir me voir dans ma ville quoi. Bref, chacun ses techniques pour plaire à une fille, on n'est pas là pour parler de ça. Quelques semaines plus tard, bonne surprise, Inès reçoit un message de Tom dans lequel il lui dit qu'il est dans un bar de sa ville parce qu'il avait un rendez-vous professionnel. Du coup, il lui propose de le rejoindre dans le bar pour qu'enfin ils se rencontrent et que peut-être ce soit le début d'un amour fou. Plutôt cool. Tom, il lui plaît vraiment, donc elle se dit bon vas-y, go le rencontrer et au pire c'est un tocard et c'est pas grave, tu vois, il y a plein de premiers rendez-vous qui se passent pas bien, où on est déçu et puis on voit plus la personne et c'est réglé. Tom lui propose de venir la chercher chez elle en voiture et Inès malheureusement accepte. C'est ses mots, elle explique que malheureusement elle a accepté. Inès se retrouve dans la voiture de Tom et elle grille que c'est une voiture de location et que c'est pas sa voiture. Il est censé venir d'une autre ville, peut-être qu'il a pris le train et qu'en arrivant il a loué une voiture pour enchaîner ses rendez-vous pro. C'est aussi possible. Inès, attention la paranoïa. Ils vont chercher une place pour se garer autour du bar pendant 10 minutes mais il y en a pas, donc Tom demande à Inès de lui dire où aller pour qu'il puisse se garer. Inès, très bon réflexe, choisit le parking d'un centre commercial sur lequel il y a toujours plein de voitures et pas mal de gens qui passent. Elle est quand même dans la voiture d'un mec qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais vu, donc c'est quand même malin de couvrir ses arrières et de faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent le voir, si jamais ça se passe mal. Ils arrivent enfin dans ce bar et aussitôt arrivé, aussitôt Tom essaie de faire boire Inès. Tom insiste, alors elle prend un verre, puis un deuxième, et normalement c'est pas son genre, normalement quand le mec force un peu, elle se casse tout de suite, elle arrête, mais là elle explique qu'il lui plaisait suffisamment pour qu'elle continue cette soirée avec lui. Deuxième move très malin d'Inès, dans le bar, il y a une vieille connaissance à elle. Alors elle va l'interpeller pour que cette connaissance voie Tom, et en fait elle explique que sur le moment elle a eu un réflexe un peu de parano mais un peu malin où elle s'est dit vas-y ce gars là je le connais quand même pas, c'est quand même cool si une connaissance à moi m'a vu avec lui et a vu son visage si jamais il se passe un truc pas bien. Moi je trouve ça dingue de penser ça mais de continuer le rendez-vous, genre mec si t'es dans une parano pareille arrête tout, rentre chez toi, c'est bon stop. Après 1h30 de conversation c'est la fin du rendez-vous, Inès dit à Tom bon bah c'était cool, vas-y je rentre. Et là Tom insiste pour qu'ils aillent tous les deux boire un café de l'autre côté de la rue pour se dégriser un peu. Inès trouve ça chelou parce qu'ils sont pas restés vraiment longtemps dans ce bar, ils ont pas vraiment beaucoup bu, bref c'est bizarre d'aller taper un café après ça quoi. Du coup Inès elle refuse et elle change de sujet pour le distraire et finir sur une note agréable. Dans la discussion, Tom explique à Inès qu'il a loué un Airbnb pas très loin de la ville et il lui propose de venir finir la soirée chez lui puisqu'il y vit seul. Inès lui sort des noms très polis. Ah mais non je suis fatigué, ah mais tu sais demain je dois me lever tôt, ah vous connaissez tout ça. Mais à chaque fois qu'elle dit un truc, Tom il a un argument contraire pour lui dire si tu vas venir, viens, si viens. Au bout d'un moment Inès elle trouve the parade, elle lui dit ok je veux pas venir mais vas-y si tu veux tu me ramènes chez moi. Quelle erreur! C'est ciao normalement quand il force à ce point le mec, c'est fini. Une fois dans la voiture, Tom est en train de conduire et il dit à Inès attends, tu sais quoi, on va s'arrêter au supermarché, comme ça tu vas pouvoir t'acheter quelques affaires et tu seras plus confort chez moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Tom? Là, Inès, elle bug, elle se dit attends, est-ce qu'il fait exprès de pas comprendre? Ou est-ce que juste on s'est mal compris et je me suis pas bien exprimé? Qu'est-ce qui se passe là? Pendant ce temps, Tom continue de rouler et il s'approche d'une zone rurale dans laquelle il n'y a aucun supermarché, c'est bon? Aucun. Inès, au pied du mur, tente le tout pour le tout et lui dit écoute mec, vraiment je t'ai dit je veux pas du tout aller chez toi, donc ramène-moi chez moi s'il te plaît comme prévu. Tom reste cool et lui dit non mais t'inquiète, on va passer une bonne soirée, en plus les propriétaires du Airbnb ils sont vraiment sympas, tu vas voir, on va trop s'amuser. Ce qui paralyse complètement de peur Inès, étant donné que souvenez-vous, quelques minutes avant, il lui avait clairement dit qu'il était seul dans ce Airbnb. Inès change donc de stratégie et elle lui dit ah ok bon ok vas-y ça va être cool, mais avant est-ce qu'on peut faire un petit détour par chez moi pour que je prenne mon pyjama et des médicaments que je suis obligé de prendre tous les jours. Alors je sais pas comment elle a eu cette idée Inès parce que entre la pression du mec bizarre, le fait d'être dans une zone rurale où il y a rien, même pas de lumière etc, faut vraiment être très courageux pour avoir une impro pareille. Par chance Tom accepte et il fait demi-tour. Une fois presque arrivé, Tom dit à Inès qu'il va monter avec elle dans son appart pour l'aider. Et vous savez c'est ces phrases horribles où le gars il fait genre d'être gentil, bienveillant et tout, mais c'est juste hyper mal placé et hyper intrusif. Genre tu sens tout de suite que ça, y a un truc qui va pas quoi. À ce moment-là Inès elle est encore en voiture avec lui et elle se dit putain qu'est-ce que je réponds à ça parce que à tout moment là il refait demi-tour
demi-tour et il m'emmène dans les bois et c'est un malade quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Et pendant qu'elle réfléchit, ils arrivent à un stop et il y a des gens qui traversent la route. En les voyant, Inès, elle descend de la voiture très vite mais très calme et elle explique à Tom qu'elle a trop mal au crâne, qu'elle lui enverra des messages mais que là elle a juste envie de dormir. Elle ferme la porte avant même que Tom lui réponde et elle fonce très vite dans un parc dans lequel la voiture de Tom ne peut pas passer. Arrivée aux abords du parc, elle regarde discrètement derrière elle que Tom ne descend pas de la voiture pour la suivre à pied. Et non, il est bien là, au volant de sa voiture, furax, mais il bouge pas. Inès explique qu'il l'avait bloqué sur l'appli de rencontre dans l'heure qui suit. Et elle explique qu'avec le recul, elle pense que s'il a autant insisté pour son histoire de café, c'est qu'il voulait qu'elle reboive quelque chose dans lequel il aurait pu glisser éventuellement un truc de merde comme GHB, enfin bref, une drogue de connard là pour profiter d'elle. Elle pense aussi que s'il lui a dit dans l'appli qu'il habitait pas dans cette ville et qu'il comptait ne jamais s'y rendre, donc il se verrait probablement jamais, c'était uniquement pour couvrir ses arrières. Et qu'il y ait zéro trace dans l'appli du fait qu'ils se soient rencontrés. Et au-delà de ça, c'est surtout un feeling. Il y a des gens, des fois, t'as vraiment pas un bon feeling. Tu te dis vraiment, là, il y a un truc qui est bizarre, qui est pas normal, et ça cloche là. Mais quand même, petite note positive, entre-temps, ça l'a pas effrayé Inès, elle a refait des rencontres sur cette appli de rencontre et elle y a même rencontré son fiancé. Bravo. Moi, je n'aurais jamais relancé l'appli. Il est temps de passer à la seconde histoire qui, elle, ne parle pas du tout d'appli de rencontre. C'est l'histoire de Victor, qui commence d'abord par donner tout le contexte. Il vit avec ses parents dans une belle et grande maison qui est plus ou moins foutue en deux parties. Il y a une partie type très bel appartement au premier étage et il y a une seconde partie au sous-sol avec garage, buanderie, etc. Un jour, le père de Victor décide de faire installer des climatiseurs. Le lendemain, il y a donc pas mal d'employés qui viennent. Il y a une partie à l'intérieur, il y a une partie dehors pour installer les fameux compresseurs, vous savez, qu'on voit partout à l'extérieur des maisons et des appartements aux États-Unis d'ailleurs. Enfin bref, il y a beaucoup de passages. Et ce jour-là, du coup, la mère de Victor et Victor lui-même décident d'aller faire des courses et de pas être à la maison parce que il y a du bruit, du monde, bref, c'est chiant. Le père de Victor, en revanche, reste dans la maison pour diriger les ouvriers. Victor et sa maman rentrent le soir après avoir fait des courses, un petit resto, bref, une petite sortie entre mère et fils. Et le père de Victor est déjà au lit parce que les travaux l'ont complètement crevé. Donc Victor et sa maman dînent tous les deux devant un film à l'étage dans la partie appartement de leur maison. Après avoir dîné, Victor demande à sa mère d'aller garer la voiture au parking parce qu'elle s'était juste mis devant à l'arrache. Et sa mère, quant à elle, lui demande d'aller vérifier que la porte d'entrée est bien fermée à double tour parce qu'il y a eu beaucoup de passages et beaucoup de gens qui sont venus dans la maison aujourd'hui pour cette histoire de climatiseur. Victor va check et c'est pas le cas. La porte n'est pas du tout fermée à clé et elle est même un peu entrouverte. Bon, pour lui, rien d'inquiétant, il se dit qu'ils l'ont mal claqué en arrivant. Il la ferme à double tour et il remonte à l'étage. Ils se remettent devant leur film et quelques minutes plus tard, Victor, il entend un bruit sourd venir du sous-sol, de la buanderie plus précisément. Il explique qu'il était pas inquiet parce qu'en fait, ils ont un chat et que souvent ce chat, quand il a faim, quand il veut que Victor lui donne à manger, il fait des conneries. Classique. Jumbo fait la même chose, donc je vois très bien le truc et même vous, vos chats font la même chose, c'est sûr. À mi-chemin dans les escaliers qui mènent à cette fameuse buanderie, Victor, il entend un autre bruit sourd. Cette fois-ci plus fort que le premier qu'il avait entendu. Il se dit, bon bah, c'est sûrement mon chat, il m'entend arriver, il pense que j'ai la gamelle dans les mains, donc il est tout excité et il fait encore plus de conneries. Victor ouvre la porte du sous-sol et il n'y a pas son chat. Ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que d'habitude, quand il ouvre la porte, son chat court vers lui parce qu'il est content de le voir et surtout d'avoir très prochainement de la bouffe. Victor entre dans la buanderie et là, son cœur arrête de battre parce que la porte du placard est fermée. Attendez, il manque une info. Victor et ses parents ne ferment jamais la porte du placard. C'est même une instruction du père de Victor. Parce qu'il y a des souris qui régulièrement se planquent dans le placard. Et ils veulent que leur chat puisse aller dans le placard pour les débarrasser de ces souris. Il comprend donc que le gros boom qu'il a entendu, c'était sûrement la porte du placard qui a été claquée. Il se retrouve donc seul, au sous-sol, face à ce placard, en étant convaincu que quelqu'un se cache à l'intérieur. Il veut juste pas donner une raison à cette personne d'ouvrir la porte. Auquel cas, Victor se retrouverait en danger puisqu'il verrait le visage de cette personne. Et donc cette personne aurait des raisons de s'en prendre à lui. Et là, Victor, il fait un move de génie. Ok, de génie. Déjà, il fait genre qu'il a rien remarqué de bizarre. Il s'y flotte tranquille et il se met à parler avec une voix de bébé un peu gaga à son chat, alors que son chat n'est pas là. Il sort sa meilleure prestation d'acteur. Pendant qu'il fait ça, il recule peu à peu vers les escaliers, en gardant bien entendu les yeux rivés sur cette putain de porte de placard, et il réussit à réatteindre les marches et il fonce pour expliquer à sa mère ce qui vient de se passer et ce qu'il pense qui se passe actuellement dans la buanderie. Sa mère, bien entendu, le prend pas du tout au sérieux. Elle lui dit, mais mec, c'est juste la porte du placard qui est fermée. Aujourd'hui, il y a eu plein d'inconnus dans la maison. Il y en a peut-être juste un qui a fermé la porte en partant. Enfin, il y a rien de bizarre. Mais Victor, il insiste. Il a vraiment eu peur. Et du coup, sa mère réveille son père. Et son père prend son fusil et descend. On est aux États-Unis. C'est pour ça. Une fois en bas, après un petit silence, le père de Victor ordonne à Victor et sa mère d'aller se cacher et d'appeler la police. Quelques minutes plus tard, la police arrive, ils fouillent toute la maison, ils fouillent les alentours de la maison et ils trouvent rien. Et le père leur explique à tous qu'en fait, en descendant, il a vu que la porte du placard était grande ouverte et que la porte arrière de la maison l'était aussi. Victor a donc été un putain de génie parce qu'il y avait vraiment un mec dans le placard et que s'il avait commencé à s'affoler et à dire y a quelqu'un, le mec aurait réagi de manière sûre. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment badant
ce truc de gens qui sont chez toi, qui sont là, qui se cachent, qui viennent avec des intentions qu'on ne connaît pas. C'est horrible. Allez, il est temps de passer à la deuxième histoire, c'est celle de Julia. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a su que récemment, donc des années plus tard, ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. Je m'explique. À l'époque, les parents de Julia travaillaient jusqu'à tard le soir et du coup, ils rentraient pas avant 20h. Donc à partir de la 6ème, quand le bus déposait Julia, fallait qu'elle marche seule pendant 5 minutes pour atteindre la maison et ensuite elle faisait la routine habituelle, elle explique qui était jouer à des jeux en ligne sur l'ordi et regarder la télé. Et quelquefois, le chat du voisin venait dans la cour arrière de la maison de Julia et elle sortait pour le caresser un peu et le nourrir. La maison dans laquelle elle vivait, Julia, c'est une maison dans laquelle il y avait beaucoup de fenêtres. Ce qui est très cool en plein jour parce que c'est très lumineux, ce qui est moins cool le soir parce que si t'as pas de store, tout le monde voit ce qui se passe dans la maison. Bref, tout ça pour dire que globalement, avec toutes ces fenêtres, on voyait très bien tout ce qui se passait dans la maison, y compris quand Julia était seule. Un soir, Julia rentre de l'école, elle descend du bus comme d'hab et elle marche 5 minutes dans le noir jusqu'à chez elle. Comme d'hab, elle fonce dans le bureau de son père, elle allume l'ordi et elle tape ses meilleurs games. Sauf que ce jour-là, après environ 30 minutes de jeu, Julia entend des miaulements venir de l'extérieur. Alors elle met son jeu en pause, elle se lève, elle va voir à la fenêtre si elle voit quelque chose, pensant que c'est le chat de son voisin, une fois de plus, qui vient lui demander à manger et des caresses. Mais il n'y a pas de chat. Et il n'y a pas de sanglier non plus. Alors elle se rassoit, elle reprend sa game et de nouveau un miaulement. Alors elle se lève, cette fois elle va voir à travers la deuxième fenêtre du bureau de son père et toujours rien. Ce petit jeu-là va durer environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit saoulée et qu'elle aille dans le salon pour se poser devant la télé. Et pareil, au bout de 2 minutes, il y a des miaulements qui viennent de la fenêtre. Là elle commence à prendre un peu peur et elle court dans sa chambre pour lire un livre et les miaulements la suivent jusqu'à sa chambre puisqu'ils viennent maintenant de la fenêtre de l'extérieur de sa chambre. Le chat harcèle littéralement Julia. Donc elle appelle son père pour lui expliquer ce qui vient de se passer et son père lui explique qu'il va demander au voisin de venir checker puisque lui il est au travail et qu'il peut pas et qu'il va la rappeler. 10 minutes plus tard, son père la rappelle et lui explique qu'il rentre à la maison. Il est pas du tout stressé ou en panique, il lui explique juste que son travail a été annulé et que du coup ce soir il peut rentrer plus tôt. 1 heure plus tard, son père arrive à la maison et entre temps elle réalise que les miaulements avaient complètement arrêté. Voilà ce qui s'est passé à l'époque. Quelques jours avant de raconter ça, Julia a enfin su la vérité sur cette histoire. En fait, elle a abordé le sujet en mode putain, c'était marrant cette histoire de chat là qui miaulait, je t'avais même appelé. Et son père lui a avoué la vérité. En fait, le voisin de Julia était bel et bien venu voir autour de la maison s'il trouvait son chat. Et en fait, il a pas du tout trouvé un chat. Il a trouvé de grosses empreintes de pas tout autour de la maison, très collées au mur de la maison pour pas être vu depuis les fenêtres. En fait, il y a quelqu'un qui avait suivi Julia jusqu'à chez elle, parce que souvenez-vous, elle faisait un bout du trajet toute seule. Et cette personne, elle faisait des bruits de chat pour que Julia sorte de chez elle. En voyant les traces de pas et en constatant ça, le voisin du coup il a direct rappelé le père de Julia et c'est pour ça que le père de Julia est rentré du travail immédiatement. Et elle explique qu'il a même passé tous les jours qui ont suivi avec elle à la maison tellement il a eu peur pour elle. Et ils ont bien évidemment appelé la police sauf que les traces de pas s'arrêtaient à partir d'un certain endroit et du coup ils ont jamais pu savoir qui était là et pourquoi quoi. Mais grosso modo c'était une technique de quelqu'un qui comptait kidnapper Julia quoi. C'est horrible. Tous les pères et mères de famille qui sont dans la vidéo, courage les frérots. Ça va aller, vous en faites pas. La première histoire, c'est celle de Camille. Camille vient de divorcer, ça arrive, et le truc le plus important pour elle, en revanche, vu qu'elle avait eu des enfants, c'était d'avoir la garde de son fils de 4 ans. Elle explique qu'après avoir quasiment tout perdu suite à son divorce, vous savez, la répartition des biens, etc., elle a pris un nouveau départ avec son fils en emménageant dans une toute nouvelle maison, avec juste quelques affaires et quelques meubles, mais vraiment pas grand chose, bref, un vrai nouveau départ. Elle explique que ça lui est arrivé la première nuit qu'elle a passée dans cette maison avec son fils. Aucun répit, la pauvre Camille. Truc assez classique, son fils se réveille en pleine nuit, se met à pleurer, probablement un cauchemar ou autre chose, et il l'appelle. J'aime pas ça. Moi j'aime pas déjà ce truc d'enfant qui pleure et qui appelle les parents. C'est très fréquent, mais moi je le faisais tout le temps quand j'étais petit. Mais j'aime pas. Tu te débrouilles, fiston. Voilà ce que je dirais moi. Et donc Camille se lève et va dans la chambre de son fils pour le rassurer. Elle se met à son chevet et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Et son fils lui fait le coup classique du il y a un monstre dans le placard. Ça c'est vu et revu dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà dit cette phrase et qui ont fait des cauchemars en rapport avec le placard qu'il y a ou l'armoire dans leur chambre. Camille explique que vu les circonstances récentes, c'est pas étonnant que son fils fasse des cauchemars et qu'il dise des trucs comme ça. Là, il vient d'emménager dans une nouvelle maison pour la première fois de sa vie et elle est à peine meublée, donc bref, toutes ces circonstances font que oui, c'est plutôt normal qu'il se réveille en pleine nuit et qu'il pleure et qu'il croit qu'il y a un monstre dans le placard. Bref, Camille s'apprête à aller vers le placard et avant de se lever, avant même de regarder le placard, elle réalise qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. Elle tourne malgré tout la tête vers le placard et là elle explique qu'elle se retient de céder à la panique et à la peur parce qu'il y a son fils qui est à côté d'elle et qu'elle veut pas lui transmettre son stress et sa peur. C'est ce fameux truc quand t'es parent, tu es prêt à tout pour protéger ton enfant, y compris de la réalité et de la gravité de la situation. Et à ce moment précis, Camille comprend que elle et son fils doivent très vite quitter la pièce et même quitter la maison. Pendant qu'elle réfléchit à tout ça, elle entend derrière elle les portes du placard qui s'ouvrent. Elle explique alors qu'il y a un petit silence de quelques secondes, à l'issue duquel elle récupère son fils, elle récupère les clés de la voiture et ils foncent tous les deux dans la voiture pour se barrer de la maison. Toujours dans l'optique de protéger son fils de la gravité de la situation, elle lui explique qu'elle arrive pas à dormir et qu'elle trouve que c'est cool s'ils vont manger une glace ensemble. Bref, c'est bien beau tout ça, mais il y avait quoi dans le placard? Camille explique qu'en fait, elle était déjà venue quelques fois auparavant dans la maison et que comme elle l'a dit, elle avait à peine quelques meubles et affaires et que parmi ces meubles, il n'y avait pas de placard.
il n'y avait pas de placard dans la chambre de son fils. C'est donc pour ça que quand son fils a parlé d'un placard et que en regardant là où il pointait du doigt, elle a vu qu'il y avait vraiment un placard, elle s'est tout de suite mise à comprendre qu'il fallait partir. C'est horrible. Qui a mis ce placard là? Quand il l'a mis? Pourquoi il l'a mis? I have no idea, man. Mais je ne veux pas que ce soit chez moi qui fasse ça. Clairement. Si vous emménagez, faites donc gaffe à ce qu'il n'y ait pas un meuble en plus entre le moment où vous avez mis les meubles etc chez vous et le moment où vous y dormez pour la première fois. On n'est jamais à l'abri d'un mec qui vient installer son petit placard pour préparer quelque chose, hein. Non mais toi, tout va bien, t'inquiète. Deuxième histoire qui est horrible et qui est déjà arrivée à pas mal de personnes en réalité dans la vraie vie. Alors pas de cette manière là exacte, mais cette mécanique là est déjà arrivée plusieurs fois à des gens et c'est horrible. Je m'explique. Margot, la fille à qui est arrivée cette histoire, rencontre Greg en vacances et c'est le coup de foudre. Ils tombent très vite, très fort amoureux et ils se marient 2 mois plus tard, avant même d'avoir chacun rencontré la famille de l'autre. Margot explique qu'elle a un taf qui lui prend énormément de temps, qu'elle a que très peu de vacances et que donc ils ont dû attendre à peu près 6 mois avant qu'elle ait enfin une semaine de vacances et qu'elle puisse donc rencontrer la famille de Greg. Le jour J, c'est un peu un événement, ça y est, la famille de Greg rencontre enfin sa fiancée et tout le monde a l'air très content et ravi, sauf la mère de Greg. Elle est froide, elle est distante et elle adresse même pas un seul mot à Margot. Bizarre. Greg et Margot décident de faire une petite sortie au parc national situé juste à côté de la maison des parents de Greg. Betsy, la mère de Greg, prépare le déjeuner et quelques heures plus tard, quand ils s'apprêtent à aller au parc, Margot a des vagues de nausées folles et elle passe l'après-midi au-dessus des chiottes. Bon, ça arrive d'avoir des nausées, d'être mal le temps d'une après-midi. Margot, elle s'alarme pas trop, elle pense juste qu'elle a chopé un petit virus et du coup ils vont pas au parc. Bref, le temps passe et quelques mois plus tard, Margot et Greg décident de retourner chez les parents de Greg parce qu'ils avaient quand même passé un bon moment malgré ces nausées là l'après-midi. Et de nouveau, Betsy est froide et distante exactement comme la première fois avec Margot. Bien entendu, Greg il se justifie auprès de Margot, il lui explique, il lui dit voilà, ma mère elle est comme ça, elle va mettre pas mal de temps avant de t'apprécier, elle t'a vu qu'une seule fois pour le moment, donc voilà, c'est normal. Margot elle est un peu deg, c'est toujours cool quand ça se passe bien avec les beaux-parents, hein, vous savez. Mais bon, elle se dit bon, vas-y, ça ira mieux avec le temps, je fais confiance à Greg. La veille de leur départ, Greg propose qu'ils aillent louer des jet skis pour aller en faire sur le lac de la ville voisine. Même scénario que leur premier séjour chez les beaux-parents. Betsy prépare le repas, ils mangent et Margot passe l'après-midi à vomir. La sortie est donc annulée et à partir de ce moment, Margot se met à avoir des doutes sur Betsy. Ça fait 2 fois qu'elle tombe extrêmement malade et les 2 fois c'est quand elle était en séjour chez la famille de Greg et quand Betsy avait préparé le repas. Repas que tout le monde a mangé et à l'issue duquel uniquement Margot finit dans la salle de bain à vomir toute l'après-midi au-dessus de l'évier. Margot elle a donc des méga doutes et c'est lors de leur 3e visite que ces doutes se confirment et qu'il se repasse exactement la même chose. Le déjeuner avant qu'ils fassent la sortie est préparé par la mère de Greg, Betsy, et Margot finit une nouvelle fois au-dessus de l'évier dans la salle de bain à Bégère. Plus de doute, Betsy l'empoisonne. Elle en parle donc à Greg qui le prend extrêmement mal et qui lui dit qu'elle est folle et que ça n'a aucun sens. Il lui explique que ça se trouve elle est tout simplement allergique à un ingrédient que sa mère utilise dans sa cuisine. Et c'est possible en vrai. Mais bon, 3 fois ils vont là-bas, 3 fois elle vomit. À d'autres. Margot reste sûre que Betsy l'empoisonne. Et effectivement, elle a de quoi penser ça. Donc elle va donc préparer un petit plan pour que lors de ses prochaines visites, elle ait la preuve que Betsy l'empoisonne. Lors de sa 4e visite chez les parents de Greg, elle décide d'emmener sa propre casserole et elle de faire à manger pour tout le monde. Le séjour se finit une fois de plus par Margot qui vomit. Et en fait, elle réalise qu'elle a laissé son verre de vin sans surveillance à de multiples reprises et donc elle suppose que Betsy a mis du poison dans son verre cette fois et pas dans le plat. Margot pète un câble et elle dit à Greg, bon, là c'est trop mec, moi je viens plus jamais ici. Elle explique que c'était la première grosse embrouille de leur couple et que ça lui a fendu le cœur mais que c'était trop pour elle. Les mois passent et Margot et Greg décident de partir en week-end dans un petit chalet. Et il se trouve qu'en s'y rendant, sur le chemin, ils passent devant la maison de Betsy, la mère de Greg, et ils décident donc de s'arrêter pour leur dire un petit bonjour. Comme beaucoup de mois sont passés sans qu'elle ait vu la famille de Greg, Margot elle est ok pour passer les voir. Elle est un peu moins vénère qu'avant puisque ça fait un moment qu'elle a pas fini l'après-midi tout simplement au-dessus d'un lavabo. Mais elle refuse de boire ou de manger quoi que ce soit qui vient de la maison des parents de Greg. Donc ils font un petit détour pour acheter des pizzas et de l'eau et après ils s'y rendent. Ils se mettent donc tous à table, chacun prend une part de pizza. Et là il y a un cousin de Greg qui arrive et comme ça faisait un moment que personne l'avait vu, tout le monde se tourne vers lui et les assiettes sont donc laissées sans surveillance. Margot ça elle le réalise quelques minutes plus tard et elle se doute donc que Betsy en a profité pour mettre du poison sur sa part de pizza. Elle échange donc son assiette avec celle de Greg et bingo, cette fois c'est pas Margot qui finit l'après-midi au-dessus du lavabo mais c'est Greg. Elle a enfin la preuve ultime que Betsy l'empoisonne. Le blême c'est que Greg il a pas été malade une après-midi, il a été malade 3 jours. Une fois rétabli, Margot décide de lui dire ce qu'elle a fait. Elle explique qu'elle l'avait jamais vu comme ça et sous la colère il l'a même poussé contre un mur et il l'a pris par le bras et il l'a balancé sur le canapé. Bref, un vrai fils de pute. Heureusement, Margot elle réussit à prendre les clés de sa voiture et elle se casse avant que Greg pète encore plus un câble. Margot fonce se réfugier chez sa meilleure pote qui
heureusement n'habitait pas très loin de chez elle. Sur le chemin, elle explique qu'elle reçoit une quarantaine d'appels de Greg auxquels elle ne répond pas. Et une fois arrivée chez son ami, elle décide d'éteindre son téléphone parce que Greg la harcèle. Au bout de 2 jours, elle décide quand même de rallumer son téléphone. Et là, surprise, entre les dizaines de messages vocaux que Greg a laissés, elle a un message non pas de Greg mais de la police. Et dans ce message, elle apprend que Greg a fini au commissariat parce que Betsy, la mère de Greg, a appelé la police en voyant Greg rôder autour de chez elle avec un couteau à la main. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Margot prend donc contact avec Betsy et Betsy arrête d'être froide et distante et elle explique à Margot l'histoire. Et l'histoire, c'est qu'avant Margot, Greg était marié à une autre femme qui est décédée au suite d'un accident mortel de randonnée. Greg gagnait beaucoup d'argent grâce à l'assurance vie de son ex-compagne décédée et en fait Betsy, la mère de Greg, l'a toujours soupçonné d'avoir tué son ancienne femme. Donc en fait Betsy, elle avait juste peur de laisser Margot seule avec son fils. Elle a donc fait en sorte qu'à chaque fois qu'ils aient une sortie de prévue ensemble tous les deux, Margot tombe malade et que du coup la sortie soit annulée. Margot explique que oui, c'était une méthode de merde, mais que d'un autre côté, Betsy c'était la seule qui suspectait son fils d'avoir fait ça et que du coup elle pouvait en parler à personne et encore moins à la nouvelle femme de Greg. Depuis ça, Margot du coup elle a même retrouvé chez eux des papiers d'assurance vie qu'il a contractés en son nom et qui montrent donc qu'il comptait peut-être faire pareil avec elle. Margot n'a pas porté plainte contre Betsy parce qu'elle a compris la situation et depuis du coup les années sont passées et elles sont restées en contact et Margot mange même des fois chez Betsy et elle explique ironiquement qu'elle adore sa cuisine quand elle n'est pas empoisonnée. Voilà, creepy. Et ça nous amène à notre dernière histoire. Alors celle-là, la mécanique frère, je la déteste. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Alexandre. Alexandre, il a entendu parler d'un truc qui s'appelle les flux webcam en direct. C'est un truc qui existe vraiment dans la vie, je sais pas si vous saviez, mais il y a des webcams un peu partout dans le monde. Soit c'est des gens qui les mettent chez eux volontairement, soit c'est des webcams dehors, souvent la mairie les installe, etc. Bref, Alexandre, il développe une passion pour ce délire de webcam en direct. Il regarde tous les top 10 de trucs creepy qui se sont passés sur le webcam en direct et il tombe sur une histoire très connue qui s'appelle Chip Chan. Alors je vais pas vous raconter aujourd'hui ce que c'est, mais en gros c'était des webcams en direct qui étaient chez une fille, je crois coréenne, et elle restait immobile parfois pendant 20 heures de suite et il y avait des trucs écrits sur des pancartes et c'était méga creepy. Une histoire, une légende d'internet, parmi les milliers qu'il y a, il y en a une qui s'appelle Chip Chan. Alexandre précise quand même qu'il est pas particulièrement obsédé par les trucs creepy, mais lui ce qu'il cherche c'est plus les webcams, comme je vous ai dit, qui filment le nid d'oiseau, où il y a des webcams aussi qui sont placées en Islande et sur lesquelles tu peux voir un peu les aurores boréales. Donc faut aller sur le flux au bon moment pour voir en direct l'aurore boréale. Donc ça devient vraiment une habitude, ce truc de regarder des flux webcam pour lui, sauf que plus le temps passe et moins il est captivé par les webcams sur lesquels il vient fréquemment. Il vit ce fameux truc où tu fais quelque chose depuis des jours, des semaines ou des mois et du coup ça te lasse et t'as envie de passer à autre chose. Donc il se dirige sur des sites de flux webcam en direct un peu plus dark. Il découvre donc un site qui regroupe des flux webcam bizarres qui sortent du commun et Alex est attiré par un flux qui s'appelle 318S Oblivion parce que sur la miniature on aperçoit du coup un morceau de maison et sur le côté une peinture. Et il se trouve qu'Alex reconnaît cette peinture, ce tableau, puisque c'est le sien. Il réalise donc qu'en fait ce qu'il voit sur ce flux de webcam là, c'est sa chambre. Mais au moment où il est en train de checker des flux, il est dans sa cuisine sur son ordinateur portable. Et du coup il a un petit bug, il se dit mais attends c'est bizarre parce que la seule webcam du coup elle est là avec moi dans mon PC portable. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je vois ma chambre sur un flux vidéo? Bref, il reprend ses esprits, il se concentre un peu et il essaie de comprendre où est la webcam dans sa chambre. Et d'après l'angle de vue, il suppose qu'elle se trouve sur le côté gauche de son lit. Il décide donc de se lever pour aller dans sa chambre et pour voir s'il y a vraiment une webcam dans sa chambre ou s'il se fait des idées. Sauf qu'au moment où il se lève, le live devient noir et il y a une nouvelle image qui apparaît. Et cette nouvelle image, Alexandre la reconnaît puisque c'est son salon. Comme pour sa chambre, il essaie de comprendre l'angle de la webcam pour essayer de voir où elle est dans son salon et il a à peine le temps de comprendre où elle se trouve que pareil, l'écran devient noir et ça passe à une autre pièce, à sa cuisine. Alex se voit sur le live, assis dans sa cuisine, sur son ordinateur portable, en train de regarder justement des live webcam. Une nouvelle fois, il essaie de comprendre où la webcam est par rapport à l'angle de vue. Il regarde dans la direction où elle est censée être, mais il voit pas de webcam. Du coup, il se met à checker l'heure du live et ça correspond vraiment à l'heure et la minute et la date du jour qu'il est. Il comprend donc que c'est bien un vrai live et pas une blague. Il y a 2 personnes connectées au flux, dont une qui met un commentaire. On est repéré, supprimé. Ok, Alex est tétanisé devant son PC. Il se dit mais pourquoi? Est-ce que c'est réel? C'est quoi ce bordel? Et comme souvent dans toutes ces histoires horribles, le seul réflexe qu'il a c'est de fermer son ordinateur et de se casser loin. Il se rend chez un pote auquel il explique tout ce qui vient de se passer et son pote lui dit bah mec juste appelle la police en fait. Tu leur envoies le lien du live et tu leur donnes l'adresse de ta maison et puis ils vont faire ce qu'il faut. Alexandre appelle donc la police, il leur explique ce qui vient de se passer, il leur donne son adresse, il leur donne le lien du flux vidéo et la police lui donne rendez-vous chez lui le lendemain à 10h du mat avec un technicien qui lui sera chargé de désinstaller les webcams au fur et à mesure qu'il les trouve. Il demande aussi à Alexandre de ramener tous ses appareils électroniques pour les vérifier et checker s'ils sont pas traqués ou ce genre de conneries. Et il se rend chez lui le lendemain matin à 10h comme prévu et il y a la police et un technicien qui sont là. Ils rentrent dans la maison ensemble pour essayer de trouver toutes les webcams. Pendant que la police inspecte toutes les pièces, lui et le technicien se rendent dans sa chambre dans laquelle, souvenez-vous, il y a le fameux tableau qu'il a attiré sur ce flux live, sauf que le technicien trouve rien. Il n'y a pas de webcam dans la chambre d'Alex. Et malheureusement, même chose pour la caméra dans le salon et même chose pour la caméra dans la cuisine, toutes les caméras
caméras ont disparu. Donc le technicien et la police partent parce qu'ils peuvent plus rien faire pour Alex. Sauf que Alex sait ce qu'il a vu. Il sait qu'il y avait des caméras chez lui. Il sait qu'il était en direct sur internet à son insu. Sauf que personne ne le croira jamais parce qu'il n'y a plus aucune preuve de ça. Il finit son histoire en disant que depuis il est vigilant et qu'il conseille aux gens de faire la même chose parce qu'ils sont peut-être observés à leur insu au moment où il écrit son histoire. Et ben voilà, on est bien, on va tous mettre quoi ce soir chez nous? Un scotch sur la webcam? Ah oui! Et voilà les amis, c'est la fin de l'histoire d'Alexandre et de cette troisième histoire et de cette vidéo. C'est trop badant. Sans même tomber dans le délire de gens qui installent des caméras chez toi à ton insu, juste les caméras qui sont déjà chez toi, les tiennes. La webcam de ton ordinateur, la caméra de ton téléphone. Moi c'est vraiment un truc que j'ai trop peur qu'on m'observe à mon insu ou qu'on m'écoute à mon insu, ça me fait trop peur. Et surtout quand tu vois que des mecs comme Mark Zuckerberg ou Bill Gates mettent des putains de scotch sur la webcam de leur ordi, mais t'as envie de faire pareil. Et tu te dis qu'il y a une petite chance pour qu'on t'observe quand même. Bref, on parle de trucs horribles, mais bientôt c'est Halloween, alors amusez-vous bien, kiffez bien, que ce soit seul chez vous ou en soirée avec des potes. Jouez le jeu du déguisement, c'est toujours cool. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour des trucs un peu moins